Par rapport au sujet qui nous occupe ici et à l'épisode que vous venez de regarder, une réaction à chaud? Oui, c'est extrêmement intéressant, c'est assez inhabituel, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clips vidéo qui circulent à propos du harcèlement, du cyberharcèlement, dans une perspective de prévention. Et leur grosse caractéristique, c'est que ces clips, généralement, ils sont assez tragiques. Il n'y a pas du tout de dimension comique. On a presque envie de se pendre après avoir vu ces films qui dénoncent justement les dangers du harcèlement qui peuvent mener, dans les cas les plus extrêmes, à un suicide. Et ici, on le traite avec humour. Donc il y a une dimension très amusante dans ce document, et ce qui n'empêche pas du tout que des choses très graves et très sérieuses s'y produisent et qui recoupe assez bien l'ensemble de la problématique, les caractéristiques du harcèlement, la personnalité, les objectifs des bourreaux et des victimes, le fonctionnement du système, tout ça on retrouve dans le document qui vient d'être vu. Y a-t-il moyen de savoir si on est un harceleur? Il y a, dans la définition du harcèlement, il y a cette dimension de vouloir du mal à quelqu'un. Donc on ne peut pas être un harceleur inconscient. C'est impossible. Si effectivement on produit de la souffrance envers quelqu'un d'autre sans le faire exprès, ça arrive. Là on n'appelle plus ça du harcèlement ou du cyberharcèlement, on appelle ça de la taquinerie ou de la cybertaquinerie. C'est-à-dire qu'on embête l'autre, et cet autre peut souffrir réellement, mais il n'y a pas d'intention à le faire. Donc pour qu'il y ait du véritable harcèlement, il faut avoir l'intention de faire du mal. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas exprès que pour autant ce n'est pas un délit. Donc on peut insulter, on peut voler les tartines de quelqu'un pendant la récréation, on peut casser son plumier ou d'autres choses. Ça, ce sont des délits. On peut casser la figure à quelqu'un, ça c'est un délit aussi. Pour autant, tous ces délits ne sont pas constitutifs forcément de harcèlement ou de cyberharcèlement. Donc, c'est particulièrement vrai dans le cas d'Internet. S'il y a une vidéo qui circule, problématique, quand vous likez cette vidéo, vous n'êtes pas forcément en train de vouloir du mal à la personne qui est mise en cause. Mais parfois, vous likez sans même ouvrir le document. Vous likez parce que ça fait longtemps que vous n'avez plus liké quelqu'un. Vous likez parce que vous aimez bien la personne. Vous likez parce que vous demandez cette personne comme amie. Donc, toute une série de choses qui font que, en apparence, on participe à une action de cyberharcèlement, mais en réalité, l'intention de faire du mal n'y est pas. Je précise quand même, si une sanction doit arriver, mais ce n'est pas forcément par là qu'il faut commencer. Et je préfère dire sanctionner plutôt que punir, parce que dans la punition, il n'y a pas la dimension éducative, tandis que dans la sanction, il y a potentiellement une dimension éducative sur laquelle on pourra revenir également aussi. Alors on parlait de l'intention de nuire. Est-ce qu'il y a néanmoins d'autres éléments qui nous permettent à un moment donné d'identifier quelque chose comme du harcèlement? Alors, il y a une définition, il faut 3 éléments. Donc il y a ce premier élément qui est l'intention de faire du mal. Il y a aussi la question de la disproportion de force. C'est-à-dire que pour qu'il y ait du harcèlement, il faut qu'en plus de l'intention de faire du mal, il y ait un plus fort et un plus faible. Ou quelqu'un qui est doué en informatique et quelqu'un qui ne l'est pas. Ou quelqu'un qui a de l'autorité sur l'autre. Ou un groupe contre un tout seul. Ça, c'est le cas le plus fréquent dans les écoles, par exemple. Cette disproportion de force vient du fait qu'on est beaucoup plus nombreux contre quelqu'un qui est tout seul. Si on n'a pas cette disproportion de force, on ne parle pas de harcèlement, on parle de dispute. Et puis alors, il y a un troisième élément qui est la nécessité de la répétition, ce que le document montre très bien ici. Ce n'est pas tellement l'intensité
des coups qui sont portés qui est important, c'est leur répétition. Des petits événements, des micro-événements qui se succèdent, qui se répètent de jour en jour, ben ça c'est aussi un élément qui définit ce qu'est le harcèlement et le cyberharcèlement. S'il n'y a pas cette répétition, on parlera de simple attaque ou de cyberattaque. Du coup, quand on parle de harcèlement, on a un peu tendance à tout mettre là-dedans. Hein. Une bagarre dans la cour de récréation, c'est pas du harcèlement. Hein. Une blague, c'est pas du harcèlement. Hein. Donc il y a cette nécessité de répétition, d'intention de nuire et de disproportion de force pour qu'on parle de harcèlement. Et donc, du coup, souvent les chiffres dès lors sont exagérés par rapport à la réalité. Ils sont exagérés à partir du moment où on réunit sous le mot harcèlement toute forme de violence, qui est de toute façon inacceptable, bien entendu. Mais toute forme de violence n'est pas du harcèlement. Bonjour, je m'appelle Gauthier et je me demandais, est-ce que sous le couvert de l'anonymat, on n'aurait pas plus tendance à agir sur l'Internet ? C'est le revers de la médaille. Hein. Internet permet de faire énormément de choses, en quelque sorte, grâce à une certaine forme d'anonymat, ou en tout cas de dégagement de la vie physique. C'est plus facile de draguer sur Internet que dans la vraie vie. Hein, bon, imaginez un gamin, une fille de 14 ans, commencer à devoir aller draguer dans la cour de récréation devant tout le monde. Bah, c'est dur, c'est pas facile. Et puis si on se ramasse une veste ou un bide, c'est devant tout le monde ici. Donc c'est plus chouette de draguer sur Internet. Alors, ça peut être plus chouette pour certains, donc c'est plutôt un avantage par exemple. Nouer de nouvelles relations sociales, c'est plus facile, plus rapide. Mais c'est pareil aussi pour les disputes. L'anonymat permet aussi plus facilement de lâcher ses torpilles sans avoir l'impression tout de suite de risquer gros. Hein, donc oui. Oui et oui. Oui, c'est plus facile. Oui, c'est problématique, c'est anonymat. Mais attention, dans un certain nombre de cas, le harceleur n'a pas envie du tout de rester anonyme parce que ça ne sert pas ses intérêts. Pourquoi ? Parce que généralement, dans les groupes de jeunes, le harceleur, c'est celui qui veut prendre le pouvoir sur un groupe. Et donc, il a intérêt à ce que ça se sache dans le groupe qu'il est en train de remporter la grosse bataille du pouvoir à l'intérieur du groupe. Alors, on parle de harcèlement, on parle aussi de cyberharcèlement. Oui. Est-ce qu'on peut établir un lien entre les deux ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme différence, similitude ? Tout à fait. Déjà, il y a un simple déplacement. En fait, on se bagarrait dans la cour de récréation hier, on se harcelait. Aujourd'hui, on le fait dans les réseaux sociaux. Avant que les réseaux sociaux ne se développent, on le faisait via mail. Donc, là où il y a de l'activité humaine, là où il y a des groupes qui se forment, il y a du harcèlement, et aujourd'hui, il y a du cyberharcèlement. Il n'y a pas une augmentation significative de cyberharcèlement par rapport au harcèlement d'hier. Simplement, il est plus visible, d'une part, et aussi, la société est beaucoup plus sensible à cette question-là. Hein, je dirais qu'il y a 50 ans, le harcèlement, on n'en parlait même pas, en fait. On disait, il faut que jeunesse se fasse, il faudrait... Bon, il l'a bien cherché, etc. Donc, il y a un glissement. Il s'est déplacé, hein, simplement. Mais attention, malgré tout, il y a des petites différences. Pas si petites différences, hein, en réalité. C'est-à-dire que le cyberharcèlement peut amplifier un problème de harcèlement. Quand on a du cyberharcèlement, il n'y a pas d'endroit protégé. Il n'y a pas d'endroit où se réfugier, parce que nos GSM, nos smartphones nous suivent partout. Une fois qu'on rentre à la maison, on ouvre son ordinateur et ça continue même pendant la nuit. Hein. Donc il n'y a plus de moment et de lieu où on peut un peu souffler et se réfugier par rapport au harcèlement. Est-ce que le harcèlement concerne tous les âges et toutes les classes sociales ? Oui, le harcèlement concerne tout le monde, donc on focalise beaucoup sur les jeunes maintenant. Enfin, on les ennuie beaucoup avec plein de choses, les jeunes, hein, objectivement, mais le harcèlement, il traverse tous les âges, toutes les classes sociales, simplement il prend des formes différentes. Hein. Quand on parle de harcèlement chez les jeunes, c'est plutôt la disproportion de force entre un groupe et un élève tout seul, un jeune tout seul. On parle de harcèlement au travail aussi.
c'est pas rien. Alors là, la disproportion de force, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'autorité sur un employé. Hein. C'est plus souvent ça. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Donc là, on en parle énormément, mais c'est aussi l'idée qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, qui a une force physique supérieure et qui impose sa présence à quelqu'un qui peut moins résister, par exemple. Donc ça traverse vraiment tous les âges. Simplement, une différence, c'est que plus on est jeune, moins on a la capacité de résister au phénomène de harcèlement. Les personnes âgées y arrivent relativement plus facilement. À propos du harcèlement au travail, il y a quand même tout un arsenal législatif, etc. Les femmes sont en train de faire leur révolution par rapport au harcèlement sexuel, donc elles en parlent. Mais vous voyez que ce n'est pas simple, par exemple, de parler de ce harcèlement-là non plus. Hein. Les jeunes, après 15 ans, ils résistent plus facilement. La classe d'âge la plus problématique, c'est les 10, 12 ans, 13 ans, où là, on observe beaucoup de harcèlement. Et surtout, le problème, c'est qu'on n'a pas encore mis en place les mécanismes pour y résister. Donc ça touche toutes les classes d'âge, mais il y a des classes d'âge qui sont plus fragiles par rapport à cette question-là. Comment réagir quand on se sent harcelé par des personnes que l'on considère comme ses amis? Il faut en parler, en fait. C'est bien ça c'est le plus difficile. Il faut en parler parce qu'on ne va pas trouver une solution tout seul. À la limite, c'est un peu comme des sables mouvants. Plus on va essayer de s'en sortir tout seul, plus ça va compliquer les choses. Il faut trouver une personne de confiance, si possible un adulte, et puis expliquer ce qui se passe, ce qui se produit. Les enseignants sont de mieux en mieux formés, non pas à résoudre le problème, mais à d'abord écouter ce que le jeune a à dire, et puis trouver la piste vers qui se tourner, les centres PMS, la direction d'école. Le bourreau, il a besoin d'un groupe. Tout seul, il peut pas fonctionner. Il a besoin d'un groupe. Donc l'idée, c'est avec l'aide des adultes, de retourner les complices, plutôt que de venir en aide au bourreau, que les complices viennent en aide à la victime. C'est le travail essentiel qu'on peut faire dans ce cas. C'est le rôle clé des témoins. C'est le rôle clé des témoins, ce qu'on appelle les supporters ou les outsiders. Ce sont ceux qui, simplement en ne faisant rien, ne rien faire, c'est être complice, ou en riant, simplement, hein, c'est une forme d'encouragement à aller plus loin. Donc il faut, par rapport à ça, que les témoins n'acceptent pas la violence qui est faite contre quelqu'un. Alors, le harcèlement, c'est pas un phénomène nouveau. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on en parle autant aujourd'hui? Et est-ce que vous estimez qu'on l'aborde de la bonne façon? Pourquoi on en parle le temps aujourd'hui? C'est parce que la société d'aujourd'hui est plus sensible qu'hier à la moindre question de problème par rapport aux jeunes. On se dit aujourd'hui, mais il ne peut rien se produire de désagréable dans l'existence d'un jeune, sinon sa vie est foutue. Et moi, j'ai raté mon métier de parent ou d'éducateur, etc. Donc, on est plus sensible par rapport à ça. Il y a aussi un deuxième élément, c'est l'idée que beaucoup de gens n'aiment pas Internet, n'aiment pas la nouvelle technologie, n'aiment pas les écrans. Et donc, la question du cyberharcèlement, c'est une porte d'entrée royale pour permettre de critiquer ces réseaux sociaux que les jeunes utilisent massivement aujourd'hui. Alors, il y a un troisième élément, c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la panique morale. C'est-à-dire que des faits tragiques se produisent, liés ou pas, causés ou pas par des pratiques de cyberharcèlement. Les médias s'en préoccupent et c'est normal. Si les médias s'en préoccupent, les pouvoirs publics vont réagir, proposer des campagnes d'information, de sensibilisation, de prévention qui vont rendre le phénomène encore plus visible.
Et donc la sensibilité de la société encore plus aiguë. Et donc c'est une espèce de cercle vertueux, donc c'est très bien qu'il y ait des campagnes, etc. Je ne suis pas du tout en train de nier la gravité des problèmes, mais c'est une des causes explicatives, hein, cette idée que Internet, les écrans, c'est de toute façon dangereux. Donc c'est un argument qui plaide pour la dangerosité des écrans. Il y a l'idée aussi que, attention, le gros problème du harcèlement classique, c'est son invisibilité. Pourquoi? Parce que, évidemment, le harceleur n'a pas intérêt à se dénoncer, et parce que la victime du harcèlement finit par considérer que c'est normal qu'elle soit harcelée, que c'est en quelque sorte son rôle dans la société, dans la vie de tous les jours. Et donc on ne va pas révéler qu'on est harcelé parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Yvette, dans le film, ne se rend pas compte. En tout cas, c'est pas clair. Elle ne verbalise pas, elle ne parle pas de sa situation de victime. Et donc, on ne va pas se dire, on ne va pas accuser quelqu'un de harcèlement parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on a peur de perdre tous ses copains, parce qu'on pense que c'est comme ça, c'est ça le rôle dans la société, parce qu'on a peur de faire de la peine à ses parents. Et aussi, un dernier élément, on a peur que les parents interdisent la connexion Internet. Donc beaucoup d'enfants ne révèlent pas, ou d'adolescents ne révèlent pas qu'ils sont victimes parce qu'ils ont trop peur qu'on leur prive de leur groupe social, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit sur Internet. Maintenant, qu'est-ce que vous prenez comme réponse éducative pour se prémunir à la fois du harcèlement et du cyberharcèlement? Ouais. Donc on n'a pas épuisé la question de qu'est-ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a énormément de pistes de solutions. En tout cas, il y a deux choses importantes, hein. Donc il faut d'abord que bourreaux et victimes puissent s'en tirer par le haut. Il faut aussi pouvoir essayer de comprendre pourquoi le bourreau est bourreau, pourquoi la victime est victime. Parce que si on est dans la punition pure et simple, on est en train d'envoyer comme signal au bourreau, bah, tu vois, c'est de toute façon la force qui finit par l'emporter. Alors en termes de prévention, puisqu'il s'agit de ça, je dirais qu'il y a 3 messages forts qui doivent passer. Il n'y a aucune tolérance par rapport, c'est le premier, il n'y a aucune tolérance par rapport à la violence que l'on exerce sur autrui. Il n'y a aucune tolérance par rapport à la violence que l'on subit. Il n'y a aucune tolérance par rapport à la violence que l'on voit chez les autres. Donc ça, ce sont 3 messages forts. Ce qui est intéressant, et le document qu'on voit ici, il est super pour ça, c'est simplement d'expliquer aux jeunes c'est quoi le harcèlement. C'est bien ça le problème, un jeune qui se fait harceler ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc déjà lui permettre de montrer c'est quoi le harcèlement, quelles sont les caractéristiques, permet de voir que ça existe, que ça se passe comme ça, et que ça se passe comme ça chez lui. Donc ça va lui permettre, quand il va rencontrer éventuellement un problème, de mettre des mots là-dessus et de se dire ben, c'est pas normal ce qui m'arrive. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de montrer aux jeunes des films tournés par les jeunes eux-mêmes. Parce qu'eux comprennent beaucoup mieux la situation. Ils mettent des éléments que les adultes ne mettraient pas. Et puis quand les adultes font un film sur le harcèlement, le cyberharcèlement, à la limite, on ne sait pas à qui ça s'adresse, ces films. Est-ce que c'est au grand public? Est-ce que c'est aux parents? Est-ce que c'est aux éducateurs? Est-ce que c'est aux enfants eux-mêmes? Tandis qu'un jeune de 15 ans qui va faire un film, il va faire un film principalement pour que les jeunes de son âge comprennent la situation. C'est beaucoup plus efficace que d'avoir des clips façon sécurité routière, mets ta ceinture, etc. Ça ne fonctionne pas aussi bien que des films tournés par les jeunes comme celui qu'on vient de voir, par exemple.